Merci à la Cité des sciences et de l'industrie de nous accueillir pour cette merveilleuse conférence. Alors, on va commencer par un effet spécial extraordinaire, puisqu'en direct sous vos yeux, je transforme François Dumoulin en Dominique Vidal. Et je transforme Valérian en Blade Runner 2049. Plus sérieusement, François Dumoulin est à l'hôpital. Donc, avec la meilleure volonté du monde, il ne peut pas être avec nous ce soir. Donc, Dominique a accepté, au pied levé, de venir parler finalement de la même question, qui est qu'est-ce que superviseur des effets visuels aujourd'hui, où en est la France en particulier, les superviseurs français dans la conception des effets visuels. Et donc, on va donc repartir de la carrière de Dominique, qui a commencé à Buff en 1994. Dans ces eaux-là, oui. Et qui donc va commencer. Alors, je vous propose de poser une première question simple. Donc, le principe étant que dans un premier temps, on va discuter un peu tous les deux. On va vous montrer aussi des images. Et puis, dans un second temps, on va vous donner du temps pour poser toutes les questions brûlantes qui vont rester en suspens pendant toute la première partie de la séance. Donc, moi, je vais poser la première question, à savoir, est-ce que tu pourrais commencer par nous dire concrètement qu'est-ce que superviseur d'effets visuels et qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je fais superviseur des effets visuels et je fais infographiste et je fais technical director, ce qu'on appelle une espèce d'ingénierie des effets spéciaux. Je fais plein de métiers parce que je suis dans une société particulière, Buff Company, depuis 22 ans. C'est assez rare de rester longtemps dans la même société dans ce métier, c'est mon cas en tout cas. Donc ce que je vais vous présenter, c'est ma vision à moi de ce métier-là. Superviseur des effets, c'est on va dire un chef dans une cuisine avec des gens qui vont l'aider à faire la cuisine. Donc voilà, il goûte les plats. Sauf que moi, je mets aussi les mains dans le cambouis, je coupe les légumes. Je ne sais pas si l'image est très bonne, parce que ce n'est pas aussi militaire que ça. En tout cas, mais disons que dans la hiérarchie des effets spéciaux, il y a une organisation, et au sein des sociétés, il y a des superviseurs qui chapeautent des équipes. Les équipes peuvent être sous-hiérarchisées en différentes tâches, ce qui est assez peu le cas dans notre société à Buff Company, et en général dans les petites sociétés où les gens sont plus polyvalents. Mais dans les grosses sociétés américaines qui font des Star Wars et compagnie, il y a beaucoup de hiérarchie, et on est plus dans une organisation industrielle du travail. Ce qui est, nous, on va dire que c'est plus de l'artisanat. Donc mon travail, c'est de discuter avec des réalisateurs ou des superviseurs d'effets visuels généraux des films, parce qu'il faut savoir que quand un film se lance dans lequel il va y avoir des effets visuels, à partir d'un certain nombre d'effets visuels, il y a quelqu'un dont le métier est de chapeauter et de superviser les différentes sociétés, parce qu'il y en a souvent plusieurs, qui vont réaliser tous les effets pour ce film, qui sont en général séparés en différentes séquences dans le film. Mais s'il arrive que des sociétés travaillent sur les mêmes plans et se partagent des plans, quelqu'un va faire un dinosaure en avant-plan, pendant qu'une autre société va faire le paysage qui est derrière, pendant qu'encore une autre société va effacer les câbles de l'acteur qui fait semblant de monter sur un dinosaure, etc. Nous, on est à un niveau plus artisanal, donc. Et peut-être que le mieux, c'est de vous montrer un peu ce que j'ai fait au cours de ma carrière à travers une petite bande démo que j'ai remise à jour récemment. C'est une bande démo qui est chronologique, donc depuis 1995 jusqu'à 2017 environ. J'y vais? Vas-y. Je vous la montre. Il y a du son normalement, voilà. Donc j'ai commencé sur un clip des Rolling Stones, c'était bien comme début. Et essentiellement au début, dans les années 90, on travaillait pour la publicité. Et le premier gros film en 97, ça a été Batman et Robin, célébré comme un des pires films de l'histoire du cinéma, mais nous, on y croyait dur comme fer. Donc encore de la publicité. Donc quand on fait de la publicité, on se tape tout un bestiaire d'animaux. Certains se souviennent peut-être des pubs qui se coulent, qui étaient très rigolotes à faire. Donc ça c'est pour du boursin. Donc ça c'est pour une boisson gazeuse qu'il faut secouer, sinon la pub elle reste en bas. Des glaces. Et là, premier film important, on va dire, pour moi, c'était Fight Club, que j'ai pas supervisé à l'époque, mais j'ai travaillé sur les recherches visuelles pour créer ces effets de personnages arrêtés et flous dans le temps avec des caméras qui tournent autour. Ça, c'est The Cell, un film d'horreur de Tarsum, dans lequel on avait fait un cheval coupé en morceaux qui continue à respirer derrière des vitres. Et j'avais fait mes premières simulations de vêtements pour ce film, ainsi que
voilà, des espèces de voyages un peu fantastiques à travers des fibres d'un tissu, dans des plans assez complexes, avec des mouvements de caméra très tordus. Un film d'Andrew Nichols qui s'appelle Simone en français, on va dire, où on avait fait voilà, une femme en image de synthèse. Matrix, où on a travaillé sur le Matrix 2 et 3, où on a fait beaucoup de plans de vision typographiques un peu, qui sont un peu la marque de fabrique de Matrix, avec même un plan un peu olé olé, comme vous pouvez le voir, plan d'orgasme, ou la mort du méchant, des explosions, des simulations. Ça, c'était le générique de Paramount, qui me permettait d'être placé avant n'importe quel autre film. C'est pratique. 2046 de Wong Kar-wai. On a fait beaucoup de recherches. Donc on commençait déjà à travailler pas mal avec des auteurs. Alexander d'Oliver Stone, où j'ai développé un système de foule pour faire la grande bataille de Gaugamel, où on avait 500 000 Macédoniens. Non, 500 000 Perses contre 50 000 cavaliers macédoniens et les phalanges. C'était quand même une grosse scène, hein, très hollywoodien. Et tout ça, c'était fait en France. Ça, c'était une des premières productions avec Christopher Nolan, donc c'était Batman Begins. Un film de Christophe Gans, Silent Hill, film d'horreur. On a travaillé avec Besson aussi, donc vous n'allez pas être trop frustrés. J'ai un peu de Besson à vous donner ce soir. Arthur et les Minimoys, donc on a fait les 3 Arthur et les Minimoys. Un petit bout d'un plan de Spider-Man 3, un film de Marc Caro, The Dark Knight, toujours avec Christopher Nolan, où on faisait des visions assez psychédéliques, des représentations de sonar. Je vous montrerai un making-of un peu plus tard. Donc ça, c'est pour faire ce genre de choses. Parce qu'on a passé peut-être 1 an sur un plan de 2 minutes, 1 an à travailler pour apprendre qu'il sautait du montage. Mais bon, après, il a été réintégré à la fin. Donc, des grosses explosions dantesques, de l'océan, le marsupilami d'Alain Chabat. Je vous montrerai une petite bande démo spécifique là-dessus. Un film de Tim Burton avec un plan très complexe, même s'il n'a pas l'air, parce que si vous comptez le nombre de mains, il y en a un peu trop. L'Odyssée de Pi, d'Ang Lee, avec tout un bestiaire d'animaux dans un plan très complexe. Ça, c'était Total Recall, une explosion. Un film sur les mathématiques que j'ai réalisé. D'autres monstres de films d'horreur. Je les aimais bien, ceux-là, tout gluant et transparent, c'était sympa. Un monstre d'eau, un monstre de feu, un peu tous les éléments sont représentés, des fantômes, alors ça c'est des recherches graphiques pour des films qui ne se sont pas faits. Ça c'était un système de simulation de neige que j'avais mis en place pour Grandmaster de Wong Kar-wai, Cosmos, série documentaire, sur laquelle on a réalisé sur 13 épisodes 1 heure de full 3D. Avec des représentations cosmiques. On a gagné quelques prix pour notre travail sur cette série. Ça, c'est... Kingsman. Voilà, Kingsman, merci.
voilà, où j'avais fait ces simulations d'explosion de crâne Divergente. Film, c'est la suite de... Non, c'est Allégeante, la suite de Divergente. Bon, j'ai arrêté de compter. Mais bon, j'avais fait un système de génération de rochers pour faire ce qu'on appelle des matte paintings, enfin des décors virtuels. Ça, c'est le générique d'Independence Day 2. Où encore, on se balade dans des nuées et des nuages, mais qui sont aliens parce qu'ils sont un peu verts. Avec une planète mangée par des mythes. Ça, c'est Dark Tower. On fait une espèce d'effet d'orbe un peu magique. Un effet qui nous a donné pas mal de fil à retordre. Et une série American Gods où on a créé tout un tas d'outils pour faire ce qu'ils appelaient le Godflesh, c'est la représentation des dieux. Et donc ça c'est quelques exemples de recherches qu'on a fait durant cette série, des recherches de développement visuel, graphique, avec des décors qui se construisent en origami, des personnages faits de câbles électriques ou de cubes. Des personnages origami. Bon, ça c'est des images qui ne sont pas dans la série parce que finalement c'est pas ce qu'ils voulaient. Mais j'adore cet effet. Donc ça c'est le Technical Boy, c'est le dieu de la technologie. La déesse de Pâques qui inonde le monde de ses pétales. Un arbre, un djinn. Donc c'est une très bonne série, je vous la conseille, pour adultes. Twin Peaks, David Lynch, j'ai travaillé un peu sur une explosion atomique. Un plan interminable. Et là j'ai travaillé un peu aussi sur la mise en place d'un océan. On a arrangé un peu notre système d'océan. Et puis ce qu'on a fait dernièrement, c'était un peu de Blade Runner 2049. Avec des extensions de décors et puis d'autres choses que je vous montrerai peut-être après, des effets d'hologramme, très intéressants. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie à la base de faire ce métier ? Star Wars. 1977, je suis aussi dans une salle de cinéma et c'est la claque. Mais à côté de ça, en fait, depuis tout petit, je voulais être inventeur, dessinateur de BD, magicien. Voilà, c'est les trois trucs qui me passionnaient. Et puis la maîtresse m'a dit, bah non, il faut choisir, on ne peut pas faire ces trois métiers. Bah si, en fait, on peut. Mais à l'époque, ce métier n'existait pas, ou il était très embryonnaire. Et puis il existe aujourd'hui, un métier qui mélange l'art et la science, et qui est assez complet dans ce domaine. Et donc comment tu es devenu... Comment tu as participé d'un métier qui n'existe pas à l'époque ? Donc moi je dessinais depuis tout petit, je faisais des fresques, de la bande dessinée, et arrivé au bac, comme j'étais plutôt bon en sciences et passionné de sciences, je me suis dit bon, le dessin je peux l'apprendre tout seul, donc je vais faire des sciences. Donc j'ai fait une maîtrise de maths pure. Et puis arrivé au bout, je me suis dit je peux être prof de maths ou prof de maths. Donc j'ai changé complètement, j'ai fait une maîtrise et un DEA d'art et technologie de l'image. Où j'ai appris l'image de synthèse et pas mal d'art aussi. Et puis sorti de là, voilà, je suis rentré sur le marché du travail. Et donc directement chez Buff Directement chez Buff. Ils m'ont appelé. Je devais commencer dans une autre société en stage le lundi matin. Et le dimanche soir, quelqu'un qui travaillait chez Buff que je connaissais m'appelle, me dit tu voudrais travailler sur un clip des Rolling Stones ? Je dis oui, peut-être. Pourquoi pas ? Viens maintenant. Oui, mais il est 11h du soir, on est dimanche. Oui, viens maintenant. Donc j'y ai été, j'ai travaillé toute la nuit pour apprendre le logiciel que je ne connaissais pas. Et le lendemain matin, on m'a dit c'est bon, tu peux travailler. Oui, tu seras de l'équipe de nuit. Et parce qu'il n'y avait pas assez de machines à l'époque, donc on faisait les 2-12, pas les 3-8, les 2-12. Et donc j'ai travaillé l'équipe de nuit sur les Rolling Stones, et puis voilà, je suis monté sur le cheval. Donc graphiste au début ? Graphiste, longtemps, et puis petit à petit j'ai pris des responsabilités. Il m'arrive encore de redevenir graphiste pour d'autres superviseurs, pour donner des coups de main à droite à gauche. Je suis un peu pluricasquette.
Et j'interviens souvent en début de production dans des recherches. Donc on me dit, voilà, il y a un effet, le réalisateur veut un nouvel effet qui n'a jamais été vu. Bon, super, ils veulent tous des effets qui n'ont jamais été vus, ou alors qui ne se voient pas. Moi, je préfère les effets qui se voient, mais qui n'ont jamais été vus. Et donc, on me met sur ces recherches et j'essaye de trouver des outils, de fabriquer des nouveaux pinceaux pour faire des nouveaux effets. Et ces pinceaux, je les fais dans du code, en mélangeant tout un tas de techniques différentes, plus ou moins sophistiquées. Et mon métier, en fait, quand j'ai commencé, je faisais essentiellement de l'art, on va dire, en manipulant des outils. Et plus j'avance dans mon métier, plus je me rends compte que je rattrape tout ce que j'ai appris en maths pendant toutes ces années. Et il ne se passe pas une journée sans que je ne me serve pas d'une formule de maths que j'ai apprise en licence ou en maîtrise. Donc voilà, restez sérieux en maths. C'est mon conseil pour ceux qui veulent faire ce métier. Et par rapport à... Bon, aujourd'hui, il y a des formations, enfin, ATI existait déjà, existe encore, il y a d'autres formations. Donc sur le marché, entre guillemets, chez BUV, vous voyez arriver des personnes avec des formations spécifiques. En France, on a, je pense, les meilleures écoles du monde. Et d'ailleurs, il y a peut-être 60 ou 80% des étudiants qui sortent des bonnes écoles qui partent à l'étranger. Donc on fabrique des étudiants pour les Américains, enfin des travailleurs pour les Américains. C'est un peu désolant, mais en même temps, la France n'a pas vraiment le marché interne pour faire travailler tous ces gens-là. Enfin, c'est un métier qui ne connaît pas le chômage, hein, évidemment, qui est très actif. Et parmi quelques écoles que je pourrais citer, Artefix, qui est une très bonne école pour les VFX. Après, il faut savoir que pour les effets spéciaux, il y a deux grandes branches. Il y a les branches de l'animation, qui font des films d'animation demandent un savoir-faire qui est plus orienté animation et moins effets spéciaux. Et les effets spéciaux effets visuels, il faut que je dise effets visuels, qui sont en fait de mélanger des images qui sont filmées avec des images en images de synthèse. Et ça c'est des contraintes qui sont très très fortes et qui demandent un savoir-faire vraiment très spécifique et très particulier. Parce qu'on peut avoir des images de synthèse qui sont jolies et qui se tiennent en elles-mêmes, mais dès qu'on met quelque chose de filmé à côté, on se rend compte de la faiblesse, de la pauvreté, de leurs limites visuelles. Donc ça met la barre très haut en termes de savoir-faire, de rendu, d'animation, de simulation, dès qu'on va mélanger les deux. Et par rapport à la bande qu'on vient de voir de ces différentes expériences, il y a quand même beaucoup de productions internationales. Donc comment ça se passe le travail sur ces productions qui sont faites en tout cas ces plans-là sont faits en France, d'autres plans sont faits ailleurs. Comment ça se passe Alors on a la chance depuis assez longtemps de travailler pour les Américains, entre autres, mais voilà, ça nous ouvre un marché où on va dire le statut des effets spéciaux est plus respecté qu'en France, où il y a on va dire un mépris du monde professionnel du cinéma envers les effets spéciaux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de César des effets spéciaux, par exemple, alors qu'il y a un Oscar des effets spéciaux. Peut-être ça va changer, j'espère qu'il y a des lobbies qui vont jouer. Alors, il y a un Génie Awards. Je profite de la présence d'Yann Marché pour citer au mois de janvier, d'ailleurs j'en parlerai tout à l'heure, une récompense pour les professionnels, mais effectivement qui n'est pas très grand public, comme un César. Et j'en ai un sur ma cheminée, avec un VES Awards aussi. Et donc, quand on travaille avec les Américains, le problème, c'est le décalage horaire. Donc, il y a un moment où on discute avec eux. On n'est pas forcément obligé de les rencontrer. Il y a de la vidéoconférence. Donc, on travaille en vidéoconférence avec ce qu'on appelle des CineSync. C'est un logiciel qui permet de regarder des vidéos en même temps. Et on voit ce que la personne regarde et peut dessiner sur les images et dire, bon, ici, dans ce coin-là, ça ne marche pas. Là, ça doit être plus rouge. Faites-le bouger plus vite, etc. Donc, on discute avec eux en vidéoconférence en essayant de se synchroniser. Et donc, ça fait des longues journées, en général. Parce que quand ils se réveillent, il est tard chez nous. Et si on a la chance de passer le matin chez eux, c'est bien parce que comme ça, on peut discuter avec eux entre 6 et 8 heures. Et si on passe en début d'après-midi, il faudra attendre 22 heures pour commencer à discuter avec eux. Mais nous, on commence le matin toujours à la même heure. Et donc pendant toute la phase, tu disais de préparation, tu développes des outils. Comment ça se passe par exemple sur Cosmos Sur Cosmos, je vais mettre peut-être... Où là, quelqu'un arrive en disant il faut recréer des trous noirs, des galaxies. Ah. On peut avoir l'image ? Non. Oui. Voilà, sur Cosmos, donc c'était une série de documentaires qui montrait le cosmos, qui montrait des choses qui avaient été vues, qui étaient connues des scientifiques. Donc il fallait
avoir une représentation qui ne les déçoive pas. De toute façon, il y avait un conseiller scientifique qui validait tout ce qu'on faisait, sur des trous noirs, sur des nébuleuses, sur des surfaces de certaines planètes. Et à côté de ça, il fallait être réactif, faire des choses très compliquées, très très lourdes à calculer, avec des moyens de série télé, sur des plans qui duraient 20 à 40 secondes, alors que la durée moyenne d'un plan de blockbuster, c'est 4 secondes. Donc tout devient très, très compliqué, il faut être très malin. Donc on a développé là-dessus tout un tas de techniques pour être rapide, réactif, pouvoir modifier ce qu'on nous demandait assez rapidement. Donc le gars que vous voyez là, c'est Neil deGrasse Tyson, qui est un grand cosmologue américain. Non, comment on appelle ça ? Astrophysicien. Astrophysicien, j'arrive pas à m'en souvenir. Astrophysicien et qui est un grand vulgarisateur, c'est lui qui présentait la série. Donc on passait on a évoqué plein de thèmes comme des étoiles à neutrons, des supernovas comme vous voyez là, et puis des espèces de dimensionnalisation de corps célestes comme des nébuleuses ou des nurseries d'étoiles, des stellar nurseries, des nurseries stellaires, des restes de nébuleuses dans lesquelles naissent les étoiles. Il a fallu expliquer comment la Lune s'est formée par la collision avec une météorite qui a détaché les bouts et qui sont après agrégés autour de la Terre. Comment on pourrait potentiellement voyager à travers des trous noirs en passant au cœur des trous noirs, en réapparaissant à l'autre bout de la galaxie. Est-ce que là, la difficulté, c'est pas justement la précision scientifique et devenir un spécialiste des étoiles Alors, en fait, le cosmos, c'est hyper chiant. Il faut savoir, il n'y a rien, c'est vide, c'est noir. Donc il fallait rendre ça attrayant. Il voulait que ça ressemble à un blockbuster américain. Et par exemple, une supernova ou une météorite qui frappe la Terre, ça se passe en une fraction de seconde parce que ça arrive à des milliers de kilomètres à l'heure sur la Terre. Et, normalement, on ne voit rien. Donc il fallait trouver un moyen de le rendre sexy pour plaire au public de la Fox parce que c'était diffusé sur la Fox. Mais sans faire trop de concessions non plus. Parce que tu as un conseiller scientifique qui valide et qui te dit c'est possible ou c'est pas possible. Et on avait le droit de dire par exemple que l'univers n'est pas né il y a 5000 ans, contrairement à ce que pensent beaucoup d'Américains. Et donc voilà, on faisait des espèces de mouvements de caméra qui sont impossibles en fait, parce que si on pouvait faire ce vrai mouvement de caméra, elle se déplacerait 5-6 fois la vitesse de la lumière. Pour avoir du parallaxe autour des étoiles, il faudrait un mouvement de caméra infini. Donc là, ça implique un lien entre esthétique, technique, dans un budget spécifique. Voilà. Avec des contraintes qui ne sont pas très des contraintes qui compatibles. Non, mais bon, on s'est défoncé. Pour y arriver, on a utilisé des tas de petits trucs. Voilà, une météorite qui tombe sur la Terre. Et on nous dit, voilà, le plan doit durer 15 secondes. Bah oui, mais ça devrait durer même pas une demi-seconde. Ouais, mais 15 secondes. Parce que pendant ce temps, le commentateur explique ce qui est en train de se passer. Ça, c'est Eta Carina, qui est une espèce de nébuleuse dans laquelle flotte un des plus gros soleils connus, autour duquel orbite un autre soleil d'ailleurs. Une autre étoile, je ne devrais pas dire soleil. Donc ça, c'était la Terre qui allait disparaître, et ça, c'est une hypernova. C'est encore mieux qu'une supernova. Là, c'était un plan interminable de recul depuis la Voie lactée jusqu'aux limites de l'univers connu et jusqu'à voir les multivers. Bon, en théorie. Donc ça implique beaucoup d'essais, d'aller-retour entre la production, la réalisation. Comment ça se passe ? Alors, quand il n'y a pas beaucoup de budget, on essaye de limiter ces allers-retours et limiter notamment le nombre de versions qu'on va présenter avant d'arriver à la version finale. En général, on est connu, nous, à Buff, pour faire beaucoup de recherches et présenter énormément de choix aux réalisateurs et puis continuer à chercher jusqu'au dernier moment la bonne image, enfin, ce qui colle le plus avec ce que le réalisateur a envie de voir. Et est-ce que votre spécificité aussi, c'est pas d'utiliser des outils maison ? C'est quand même assez rare de nos jours. Alors ça, c'est une spécificité de Buff Company, de développer depuis 30 ans tous les logiciels qu'on utilise.
Mais c'est vraiment tout, hein. On n'utilise rien d'autre que ce qu'on fabrique, à part Linux peut-être, qu'on ne fabrique pas. Alors c'est compliqué parce que les logiciels, c'est un peu le nerf de la guerre du métier. Il y a une espèce de course à l'armement du logiciel le plus performant qui permettra de faire les choses les plus modernes, les plus nouvelles, les simulations les plus réalistes. Et donc pour rester dans cette course, il faut sans arrêt avoir une équipe d'ingénieurs qui travaille et qui développe des logiciels qui fassent une veille technologique pour savoir ce qui se fait de mieux. Et ça pose aussi une contrainte de former les gens qu'on recrute. Parce que la plupart des écoles forment les jeunes à se servir des logiciels. C'est comme si les jeunes étaient tous formés à conduire des Clio et puis un jour on les prend pour conduire une moto ou une autre voiture où le levier de vitesse est de l'autre côté et ils sont complètement perdus. Donc on doit les reformer, on sait qu'on va attendre un certain temps avant qu'ils atteignent un niveau de performance qui ne nous fasse pas trop perdre d'argent. Mais en même temps, on a une richesse incroyable de développer conjointement avec les développeurs les outils sur lesquels on travaille. Et donc on passe notre temps à sculpter les outils pour satisfaire tout ce qu'on cherche à faire. Et notamment, moi je fais beaucoup de prototypes dans des langages maison qui, s'ils fonctionnent, après sont intégrés dans le logiciel. Et d'ailleurs, tous les graphistes peuvent fabriquer leurs propres outils. On est très très bricoleurs. Donc après, ça donne des outils qui sont réutilisés. Par exemple, on a vu que Tor avait beaucoup plu à Cosmos et Independence Day. Etc. Ouais. Mais qu'on refond toujours un petit peu, qu'on optimise, qu'on perfectionne, qu'on affûte. Je peux vous montrer d'autres choses. Vous voulez des images, hein? Montre-nous d'autres choses. C'est toujours mieux de voir des images. Je vais vous proposer Dark Knight. Alors, Christopher Nolan était venu nous voir pour qu'on travaille... Bon, on avait fait le générique, mais à part ça, essentiellement, c'était pour faire le sonar, une espèce de bat sonar, que, pour ceux qui ont vu le film, que Wayne Industries a inventé. Donc, c'est un petit clin d'œil aux chauves-souris. Il voulait avoir une espèce d'arme secrète qui soit des émissions, des pulses émis par des téléphones portables et que ces signaux émis construisent virtuellement un décor et permettent de reconstruire un environnement. Donc ça fait comme un scan qui serait construit par des téléphones portables. Donc on a fait énormément de recherches, comme vous pouvez voir, de comment on pourrait faire ça. Vous verrez d'autres images après. On avait voilà, ces écrans à faire. Et dans ces écrans, on était censé voir Gotham City. Alors là, c'est d'autres tests. Alors, on a fait des recherches de rythmique. Voir quel est le bon rythme pour arriver à lire le décor, tout en un décor qui n'est vu que parce qu'il est touché par des pulsations. Trouver une vitesse qui ne déclenche pas des crises d'épilepsie au cinéma chez les spectateurs. Donc là, il y avait des versions qui étaient en fumée, comme ça. Donc à chaque fois, tu les montres au réalisateur. Voilà, qui te on fait dit, des allers-retours. Il fallait voir pas. comment ça allait se passer sur ces êtres humains, sur des grands décors, parce que tout était censé se passer dans un immeuble en construction. Et cet immeuble se construisait petit à petit avec les pulsations des téléphones portables des gens dans l'immeuble. Donc ça, c'est le cahier des charges. Et petit à petit, ce cahier des charges s'affine. On essaye de trouver un rapport entre l'abstraction visuelle et puis la lisibilité du plan et la narration de ce qu'on doit raconter. Parce qu'après, ça devient de plus en plus complexe. Et une fois qu'on a trouvé un effet qui nous plaisait, Christopher Nolan nous a dit, bon, bah, maintenant, cet outil, c'est un vieil outil dont je veux qu'il soit un peu pété, qui ne fonctionne pas très bien, que de temps en temps, il bug. Et il fallait trouver des effets de salissure comme ça. Donc là, c'est des pulsations qu'on a mis dans les écrans. Et moi, j'en ai profité pour faire filmer mes enfants, mettre mon salon, ma cuisine, donc je suis dans les écrans. On se met souvent dans les écrans, on a fait la même chose sur Matrix. Et là, c'était à une échelle de ville, parce qu'il y avait un plan un peu plus large. Et l'idée, c'était que ça fasse un petit peu comme des gouttes d'eau qui ferait apparaître un décor. Alors évidemment, on cherchait quel est le niveau de couleur qu'on pouvait mettre, quelle rythmique, comment ces pulsations faisaient apparaître aussi de façon différentielle la hauteur des bâtiments, comme vous pouvez le voir ici.
Donc pour ça, on avait même fait un générateur de bâtiments automatique, parce qu'on n'avait pas s'amusé à construire. Évidemment, des bâtiments sont en 3D, mais on avait fait un générateur qui construisait les étages, mettait des meubles automatiquement, aléatoirement, avec des plans, des cages d'escalier. Et donc, en fonction du mouvement de caméra, les choses se créent. Comment Alors ça là, se passe? c'était pas lié au mouvement de caméra. Là, on avait choisi des endroits où il y avait des téléphones portables. Et puis voilà, il y avait des acteurs. Donc il y avait le Joker avec ses molosses qu'on a dû refaire en 3D. Il avait filmé sous plusieurs caméras, Heath Ledger. Et puis on avait reconstruit le personnage en 3D pour qu'il puisse apparaître à travers ses pulsations. Et là, on avait animé directement donc des personnages en 3D. Alors vous voyez que c'est un plan qui est assez complexe à lire quand même. Mais quand on est à l'intérieur du film, cette rythmique aussi est liée au montage, est liée à la musique, est liée... enfin, je dirais pas que c'est de l'art abstrait, mais voilà, il y avait un travail comme ça visuel qui était quand même très très intéressant à mener. Oui, ce que tu viens de dire est intéressant, c'est-à-dire qu'il faut bien rappeler qu'un effet visuel dépend aussi du montage, du son, Ouais. de la musique, de tout ce qui va permettre de lui donner un poids plus Exactement. important. Ouais, ouais. Auquel cas, tu as des échanges en tant que superviseur aussi avec le monteur d'un film, comment ça se passe? Non, en général, c'est le. Oh, ça arrive. Ouais, ça peut arriver, mais en général, c'est le réalisateur ou le superviseur du film. Parce que le superviseur, s'il y a 5 sociétés qui travaillent sur les effets spéciaux, en fonction du réalisateur, il y a des réalisateurs qui aiment bien discuter directement avec chaque intervenant, mais d'autres qui préfèrent mettre quelqu'un qui va rassembler toutes les informations, parce que le temps est précieux et il y a quand même... Le superviseur ouais. général et ensuite les superviseurs Voilà. attachés à une structure spécifique. Exactement. Et le réalisateur, en général, n'a pas envie de se soucier de problématiques de fond vert qui seraient mal faits ou de petits défauts techniques qui sont inintéressants. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la narration. Quoique, il y a des réalisateurs qui aiment bien, qui sont aussi plasticiens et qui aiment bien mettre les mains dans le cambouis. C'est très variable. Et ça, c'est un modèle qui est plutôt pour les grosses productions Ouais. américaines. En France, Ouais, ouais. on n'a pas forcément plusieurs structures qui travaillent, c'est même En général, plus oui, il n'y rare. a qu'une société qui fait les effets. Ouais. Dans ce cas-là, tu es directement en lien, une interface entre Ouais. le réalisateur et ton équipe. Comment Oui, ça se passe? oui, ça se passe directement avec le réalisateur. Voilà. Donc, par exemple, Et le producteur, parce qu'il faut parler dessous à un moment. un film comme Le Marsupilami, comment ça se passe? Parce Alors, qu'on a vu que là, il fallait ouais. être précis d'un point de vue scientifique, même s'il y a quelques libertés. Là, Le Marsupilami, d'un point de vue scientifique, c'est pas tout à fait Ah non, la c'est même complètement chose. faux. Et donc le Marsupilami, donc c'est un bon exemple parce que voilà l'exemple d'un film. Alors si on peut le lancer, voilà. Avec Chabat, on a travaillé peut-être pendant 3 ans avant le début du Marsupilami pour trouver, parce qu'il travaillait sur l'écriture du scénario, j'ai vu défiler 5 ou 6 boutures du scénario différentes. Il voulait monter le projet et jusqu'à ce que on arrive, qu'il ait le financement et puis qu'on arrive à avoir une idée assez précise de ce qu'il fallait montrer. Et on a cherché des tas de choses. Donc ça, c'est des tests qu'on avait faits, où on avait filmé par exemple des singes pour voir est-ce que le marsupilami allait se comporter comme un singe. On avait filmé Jamel Debbouze qui, à une certaine phase du projet, aurait pu faire le rôle de jouer le marsupilami en performance capture. Donc là, par exemple, vous voyez des tests avec un marsup qui ne ressemble pas du tout à celui qui finit. C'était un gibbon. On avait fait des mix, voilà, là c'était pour savoir comment se comporte la queue, parce que la queue est à la fois un élément dynamique, un élément narratif. Là c'était un léger court-métrage qu'on avait fait pour trouver le design du marsupilami, puis après on a fait plein de recherches graphiques, parce qu'il fallait le réinterpréter. Chabat voulait que ce soit un vrai animal qui existe, mais en même temps il avait un jaune qui le sortait de la normalité, parce que c'était un jaune un peu citron et il a fallu presque le désintégrer des plans pour qu'il soit vraiment reconnaissable, qu'il ressorte. Donc là, on voit plein d'étapes de fabrication où on fait ce qu'on appelle les labiales. C'est-à-dire, encore qu'il ne parle pas beaucoup, le marsupilami, il dit « ouba », mais bon, il fallait au moins faire ça. Différentes expressions, un travail sur les poils, on a beaucoup travaillé sur la dynamique des poils. « Ouba », voilà, il l'a dit. Et on a eu évidemment un petit bestiaire à faire, il y avait des piranhas,
Et on calquait nos animations sur son jeu. Caméra qui est En plus, omniprésent, qu'il faut récupérer. Ouais. Alors, la plupart du temps, on essayait d'avoir des caméras fixes pour les plans compliqués, parce que c'est pas utile de rajouter de la complexité à la complexité. Et des fois, on refaisait des faux mouvements de caméra. Donc là, il y a eu un parti pris qui a été fait sur l'électricité. C'était fait vraiment en dessin animé. C'était dessiné à la main, image par image. Là, il y a un plan que j'adore. On a pris plein de prises différentes de voitures qui passent, et puis on a mixé tout ça pour faire... Ça marche très bien. C'est très simple à faire, mais ça donne toujours le frisson quand on voit cette voiture qui se faufile au milieu des autres. Donc du poil mouillé. Et la pluie ? Toujours compliqué. La pluie, elle est filmée. Et d'ailleurs, c'est pas bien, parce que quand il y a des gouttes qui passent devant, il faut les détourer, en rajouter. Alors, les grosses problématiques, c'est les problématiques de contact. Comment on crée des contacts entre un acteur virtuel. Là, on avait pris un tuyau d'arrosage jaune. C'est très bien pour les serrer l'un contre l'autre. Tuyau qu'il faut ensuite enlever. Et on le recouvre, on se débrouiller pour qu'il soit légèrement plus petit que la queue du marsupilami. C'est l'épaisseur de la queue. Donc, si vous avez vu les boules là, sur les tournages, on a toujours une boule chromée et une boule grise. C'est des sphères qui sont présentées devant la caméra dans l'éclairage du tournage et qui servent à récupérer les réflexions, la lumière et nous servir de référence après pour recréer l'éclairage du studio. Donc là, il y a eu du vent rajouté dans les poils du marsupilami. Ça, c'est la scène craquante de la fin du film, avec les petits marsupes. Et on a eu très peu de temps pour la faire, en fait, parce qu'on était à la bourre. Mais en fait, on s'est pas trop mal débrouillé. Moi, j'ai travaillé, par exemple, sur cette scène-là, sur le comportement du duvet de plumes qu'il y a autour, qui est entièrement en image de synthèse. Donc là, on a un plan en full 3D, là, entièrement en synthèse. Là, vous voyez le mouvement de ces petites plumes. Les petits marsupes qui sont très voraces. On a cherché un bon moment les bonnes proportions, le rapport tête-corps. Et voilà. Donc en temps de fabrication, après, combien de temps pour fabriquer tout ça, par exemple ? Marsupilami, je me souviens plus trop, mais ça doit être un an, on va dire un an entre pas les recherches préliminaires qu'on a fait, qui ont couru pendant des années, mais
À partir du moment où on a dit ok, le projet se lance, on a commencé à faire des recherches de design, beaucoup de dessins, commencé à faire un peu de 3D, des proportions, mixer un félin avec un ours, avec un chien, avec un marsupial, et puis voir avec un panda, et voir comment tout cela pouvait se mélanger pour obtenir un animal qui pourrait ressembler au marsupilami. Et puis après, il y a eu le tournage qui est parti. Pendant ce temps-là, il y a une équipe qui continue à Paris. Et puis après, le montage a eu lieu. On a commencé à recevoir les éléments. On commençait à travailler sur les plans. Et je pense qu'il doit y avoir 6-7 mois de production intensive, donc de faire l'animation avec les plans de production, post-production, on va dire, avant la sortie du film. Avec une équipe conséquente, comment ça se passe? Sur le marsupilami, il y avait une belle équipe. Je me souviens pas vraiment, mais devait y avoir une soixantaine de personnes. Donc c'est une belle équipe pour nous en France, mais en fait qui est ridicule comparé aux gros blockbusters américains, où là on est sur des 400, 600 personnes. Enfin, mais c'est des gros projets aussi. Là, on a vu beaucoup d'effets spectaculaires. Est-ce qu'il y a aussi des effets imperceptibles? Comment ça se passe? Ah ben il y en a plein, oui. Alors imperceptible, qu'est-ce que je pourrais montrer? Blade Runner, par exemple. La neige. Ah oui, alors Blade Runner. Ouais, je l'ai. Donc supervisé par Olivier Coway. On peut lancer, voilà. On a travaillé sur 3 séquences. Une grosse séquence qui est cette séquence-là de rencontre entre Descartes et... comment il s'appelle l'acteur enfin bref, voilà. Dans un espèce de Las Vegas, un peu Décati du futur, avec des hologrammes. Et pour ça, on devait faire Elvis Presley. Donc on avait une doublure pas ressemblante du tout, comme vous avez pu voir. Pas du tout les mêmes proportions. Et on a passé énormément de temps à essayer, en se servant de dizaines et de dizaines de photos, à retrouver le visage d'Elvis Presley. Et puis après, beaucoup de recherches de la représentation holographique elle-même. Alors, il n'y avait pas que Elvis, il y avait Marilyn aussi. Avec Daisy, donc. Voilà, avec Daisy, pareil aussi, qui a pris un peu de poids, qu'on a rectifié. Et puis énormément de comédiens. C'était une séquence très complexe à tourner, en termes de lumière, en termes de préparation, parce que il fallait tourner un peu les acteurs dans la même lumière, mais en même temps être capable de tourner un petit peu autour. Il y avait sans arrêt des hologrammes qui apparaissaient de façon erratique dans cette séquence, qu'il a fallu rotoscoper en 3 dimensions, c'est-à-dire avoir un personnage 3D qui suive leur mouvement à la perfection, image par image. Et puis avec des recherches d'hologrammes un peu cassés. Alors vous voyez, on a fait beaucoup de tests, là c'est quelques tests qu'on a fait, présentés aux superviseurs et aux réalisateurs, Denis Villeneuve. Et on avait énormément de passes différentes. Est-ce que justement l'idée de recréer Elvis ou Marilyn, c'est pas le point le plus compliqué aujourd'hui dans ces effets? Ça passe à peu près dans ce qu'on a fait, parce que nous, on a toujours un regard critique sur ce qu'on a fait. Ça passe plutôt bien, mais en même temps, c'est Elvis, c'est un hologramme, il est à moitié tremblotant. Aujourd'hui, on sait que le challenge de représenter l'être humain, c'est un truc que quasiment aucune société au monde ne sait faire. Et que toutes celles qui essayent se mettent un peu à la critique et à ce qu'on appelle l'uncanny valley, c'est-à-dire la vallée de l'étrange ressemblance, un phénomène psychologique qui fait que quand on voit un être humain qui ressemble presque à un être humain factice qui ressemble presque à un vrai être humain, mais pas tout à fait, on a un sentiment de malaise. Ce qui est apparu dans le dernier Star Wars, par exemple, Rogue One, avec le général qui... Alors, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu, mais moi, ça m'a beaucoup gêné. Et en ayant discuté avec des gens d'ILM, ils m'ont dit qu'eux aussi, ils savent qu'ils n'y sont pas arrivés. Aujourd'hui, aucune boîte n'y arrive vraiment. Donc là, on avait fait un Sinatra aussi, avec une doublure semi-ressemblante, pareil. Il y avait une scène où un des personnages crée des insectes, enfin, il est en train de modéliser un décor. Donc là, on avait récupéré un vrai scanner, un scanner médical d'un scarabée,
je dirais pas au micron, mais vraiment hyper fin. Et avec ça, on a pu remodéliser même l'intérieur, l'animal, et avoir une base super réaliste. Et puis après, on a fait voilà, tout un tas de tests pour montrer comment il pouvait apparaître, se changer, être modifié. Voilà, c'est différentes approches sur le travail de modification. Et à la fin, c'est quelque chose d'assez simple qui a été retenu par le réalisateur. C'est quand même très très près de l'insecte. Oui, c'est pour ça qu'on avait besoin d'une super définition. Et pareil, il y a une forêt qui a été refaite en 3D, mais d'après une forêt filmée, qui a été scannée avec un LiDAR, c'est un espèce de scan qui sert pour le cinéma, mais aussi pour l'archéologie, un scanner laser qui scanne des grands décors. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ne pas tourner dans une vraie forêt? Parce que je pense que la question se pose. Alors, en fait, l'actrice marchait dans la forêt et se retrouvait... je ne sais même pas comment ça a été fait, ce plan, pour être honnête, je ne sais pas. Il y avait une question de lumière, c'est-à-dire qu'elle devait se retrouver dans une salle comme ça, en ayant marché dans la forêt, et en fait, c'était plus simple de faire une fausse forêt, ouais. Tout en 3D. Non, on a filmé une vraie forêt, mais c'était pour la faire effacer en partant du fond et en revenant vers la caméra. Et là, c'est un système qu'on avait mis en place et qui est d'ailleurs une reprise d'une technique qu'on avait fait sur les Rolling Stones à base de morph, la technique du bullet time qui avait inspiré l'effet bullet time de Matrix, enfin qu'ils ont appelé bullet time, mais qui s'appelait pas comme ça à l'époque, pour faire un faux mouvement de caméra entre deux prises fixes. Et voilà un plan où on a fait de la neige et des extensions de décors. Donc c'était tourné dans un immense décor. Je ne sais plus où c'était, en Europe de l'Est. Bon. Et voilà, ils avaient tourné un petit bout du décor et il a fallu faire l'extension, bon, évidemment, la voiture, mais voilà, trouver cette ville, je crois que c'est Los Angeles, je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises. Et donc ils avaient tourné en mettant de la fausse neige, mais ils n'étaient pas contents de la façon dont elle tombait, donc il a fallu l'effacer et en remettre une autre pour la chorégraphier un peu plus, quoi. Parce que cette fausse neige, c'est une espèce de mousse qui tombait, puis fondait pas correctement, et puis on voyait que ça faisait comme de la mousse quand elle tombait sur les vêtements. Et ça n'arrêtait pas de tomber sur les acteurs dans des plans très longs, sur son oreille, à côté de son œil, et qu'il fallait l'effacer après. Donc récupérer des choses qui avaient dans des endroits un peu stratégiques où l'œil du spectateur est directement attiré, quoi. On est toujours attiré par le regard des comédiens. Donc là, c'est quand même un travail de minutie parce qu'il faut un travail de fourmi. Détourer image par image. Ça aurait été beaucoup plus simple de tourner sans neige. Mais voilà, des fois, on récupère des ratés ou des choses qui sont on fera ça pas en post-prod. Voilà, on verra ça en post-prod. Exactement. Je me souviens d'un plan d'Alexandre le Grand où on a Ptolémée en train de regarder un plan de bataille devant la bibliothèque d'Alexandrie, un grand mouvement de caméra autour de lui, et puis son plan de bataille qui est un parchemin, donc il y a des sculptures grecques autour. Le parchemin est tenu par une bouteille de Contrex, et la caméra passe devant, et voilà. Donc on a mis une amphore à la place, mais on se dit quand on construit des gros décors et on laisse une bouteille de Contrex, non. Je dis Contrex, mais ça aurait pu être une autre marque. C'est capté, alors ça aurait pu être Vittel ou Evian. Faut que j'en dise 3, c'est ça. Une bouteille d'eau. Voilà, en plastique. Comment tu vois l'évolution du métier? Parce que là, il y a des nouveaux supports, réalité augmentée, réalité virtuelle. Est-ce que des choses comme ça, vous y pensez ou... On y pense un peu, on est approché. Je trouve que la réalité augmentée, la VR, comme on dit dans le métier, virtual reality, est très... c'est très tentant. On peut penser, quand on l'a essayé une fois, que ça va être la drogue du futur, que c'est un truc qui est tellement immersif qu'il y a quelque chose de fascinant. Après, nous, on raconte des histoires, on fait du cinéma. Raconter une histoire quand c'est le spectateur qui est le réalisateur, c'est compliqué. C'est compliqué de lui dire c'est là qu'il faut regarder. Il y a toute une grammaire cinématographique à réinventer, et en ça c'est très intéressant. Il y a des choses super intéressantes à faire dans ce domaine-là. Après, il y a encore des challenges qui ne sont pas franchis dans les effets spéciaux. Il y a beaucoup de choses qu'on sait très bien faire, de l'eau, des explosions, du feu,
des êtres humains petits, des cascadeurs numériques. Ça c'est des choses qu'on sait bien faire. On n'a plus besoin de mettre en danger la vie des gens. On travaille sur un film, là en ce moment, je ne dirais pas le titre, mais il y a un gamin qui reçoit une balle dans la jambe et sa jambe est arrachée. Donc on a juste fait courir un gamin, on lui a dit tu tombes sur le matelas, donc il est tombé sur le matelas, mais en fait au moment où il tombe, on l'a remplacé par une doublure numérique et on a fait une simulation du corps qui tombe par terre et on lui a coupé la jambe. Il avait qu'à se tenir à table. Donc voilà, ça c'est des trucs intéressants, mais des vrais êtres humains aujourd'hui, voilà, c'est un gros challenge. Alors essentiellement ça sert à rajeunir des acteurs, à ressusciter des acteurs morts. Sinon, il n'y a pas tellement d'intérêt à remplacer un acteur par 16 graphistes. Quoique ça pourrait être moins cher. Ça dépend des acteurs. Mais on verra. Alors bon, on parle déjà depuis quelques temps. On va peut-être justement passer la parole, si je puis dire, à la salle. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, parce que c'est presque 1 heure qu'on parle, enfin, que tu parles. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour. S'il vous plaît, quel est le plus grand des effets spéciaux que vous n'auriez pas réalisé dans les films? Que je n'ai pas réalisé? Oui. Oh, mais il y en a plein. Ah, que personne n'a réalisé? Qu'un autre aurait réalisé dans un autre film. Le plus grand... C'est très discutable. En fait, il y a des effets spéciaux de la surenchère. Donc les Américains, et surtout chez Marvel, ils sont spécialistes là-dedans. C'est-à-dire qu'ils en font toujours plus. Moi, c'est pas ce qui me fascine dans les effets spéciaux. Moi, ce que j'aime, c'est les choses qui sont à la limite entre le réalisme et l'abstrait, des choses qui sont dans la narration cinématographique, par exemple, les mouvements de caméra impossibles qu'on avait fait pour Fight Club et qui, depuis, sont rentrés dans le langage courant de l'art cinématographique. Je ne comprends pas trop votre question. Est-ce que vous voulez dire que je lance des fleurs à la concurrence? Je veux bien. Ils ont fait tellement de choses merveilleuses. Je trouve que le dernier Planète des singes, il y a des choses que Weta a fait qui sont extraordinaires dans le réalisme des singes. Et s'il y a une société qui va arriver à faire un être humain, ce sera sans doute eux, je pense. Sinon, j'ai des petites Madeleines de Proust sur plein de choses. J'aime beaucoup. Je suis fan d'ILM parce que c'est une des meilleures boîtes au monde, Industrial Light and Magic, la société de George Lucas, qui appartient à Disney aujourd'hui, je crois. Acheté par Disney en 2000. Qui n'appartient pas à Disney? Moi. Qui font des choses très très belles. Oh, il y en a tellement, je ne m'arrêterai pas si je commençais. Buff est même la seule société française d'effets visuels à être capable d'être posée sur la scène internationale et de travailler régulièrement sur des films américains. Justement, qu'est-ce qui fait la touch de Buff et sa spécificité sur le marché international des effets visuels? Je crois notre histoire. Notre histoire joue en notre faveur. C'est-à-dire qu'on a eu la chance de travailler avec des grands réalisateurs, de marquer d'une pierre blanche l'histoire un peu des effets spéciaux à notre niveau, modestement. C'est sûr, comparé à des très grosses machines comme ILM ou Le Seigneur des Anneaux, voilà, de Weta. Mais le fait de travailler avec des réalisateurs, par exemple, qui n'aiment pas spécialement les effets spéciaux, comme Nolan, comme... c'est assez paradoxal parce qu'il en a quand même pas mal. Ah, il en met plein, mais dans ses films. Il n'est pas fier de le dire. Mais il y en a toujours plein. D'avoir travaillé avec Gaspard Noé, avec quelques auteurs. Il y a aussi que quand on fait une production américaine, on arrive à marger suffisamment pour perdre de l'argent sur des productions plus intimistes et plus expérimentales, mais qui après sont des références. Je pense à Gaspard Noé par exemple pour Soudain le vide, où c'est devenu une référence pour beaucoup de réalisateurs dans le monde, même si le film n'a pas forcément eu beaucoup de succès public. Donc et après, on a aussi, je pense, de la fiabilité. Ça, c'est important. C'est important pour les producteurs parce que dans l'échiquier international des décideurs qui décident où mettre l'argent pour travailler sur tel ou tel projet, il n'y a pas tant de décideurs que ça qui peuvent briser des sociétés en disant on ne travaillera plus avec lui.
Et le fait d'être fiable, c'est-à-dire de rendre les plans en temps et en heure, ça c'est un critère qui est très très important. Et je me souviens quand on travaillait sur Batman et Robin, on a souffert, quoi. On travaillait jour et nuit pendant des mois. On savait que si on ne livrait pas à temps le film, on avait $1 million de pénalité par jour de retard. Donc voilà, on ne peut pas se planter quand on a une épée de Damoclès comme ça. Donc on a appris à être capable de sortir les images en temps et en heure. Ça c'est important. Et est-ce qu'on ne vous appelle pas aussi quand il y a des recherches un petit peu qui sortent de l'ordinaire? C'est-à-dire pas seulement pour des extensions de décors qu'en fait on sait faire à peu près partout dans le monde. Le fait que nous, on est dans des créneaux à forte valeur ajoutée créative et sur laquelle des grosses boîtes américaines ne veulent même pas se lancer parce qu'ils savent qu'ils vont perdre de l'argent. Qu'il va y avoir beaucoup d'allers-retours. Peut-être aussi qu'on n'est pas très cher, on est moins cher. On est peut-être cher en France, mais par rapport à des grosses sociétés américaines, on n'est pas si cher que ça. On aurait même aimé à une époque être les Indiens ou les Chinois des Américains. C'est-à-dire venez chez nous et donnez-nous les choses que vous ne voulez pas faire. Et finalement, ce n'est pas la tournure qu'ont pris les choses. On est devenu plus une société de haute couture où on vient nous voir pour faire des projets très sophistiqués, où on va passer beaucoup de temps à proposer des tas de choses. Et plutôt que faire 25 dinosaures, on va faire un plan qui tabasse dans un film. On essaye. Donc avec beaucoup de recherche en fait et de préparation, c'est voilà. Ça le côté un peu beaucoup spécifique. d'allers-retours, des plans qui se valident à la version 128. Voilà. Bonjour. Comment avez-vous vécu en fait l'impact de l'évolution technologique de l'informatique dans votre travail? Vécu, en fait, on pourrait penser que ça s'arrange, et ça s'arrange pas, parce que l'exigence augmente plus vite que l'évolution technologique. C'est-à-dire que si on met toujours autant de temps à calculer des images, pour dire, et toujours autant de temps à faire les choses, parce qu'on a aujourd'hui une exigence qui est bien supérieure à l'exigence qu'on avait quand j'ai commencé ma carrière. On travaillait sur des petites images avec une profondeur de pixels. Ce que j'appelle profondeur de pixels, c'est la quantité de nuances de couleurs, on va dire, qui était bien inférieure à ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est passé en 2K, puis 4K, puis on commence à parler de 8K, et ça devient... Et puis après, il y a la stéréo qui s'est collée là-dessus, qui est en train de mourir de sa belle mort, ça c'est bien. 3D relief. Oui, 3D relief. On dit pas stéréo? Bon, d'accord. Parce que nous, 3D... Ah oui, 3D relief. Le grand public, c'est plutôt 3D. D'accord. Okay. Les images, oui, en 3D relief. Et donc, voilà, ça demande toujours plus de... Enfin, nos exigences suivent la loi de Moore, on va dire. Voilà. C'est-à-dire qu'elle double sous les 18 mois, mais même plus. Et on passe toujours autant de temps, finalement, à chercher, à tâtonner. Alors, il y a des choses qui se font plus facilement, mais on nous demande... des choses qui, avant, demandaient beaucoup de travail. Par exemple, je ne sais pas moi, faire un rendu photoréaliste, faire des poils, faire un arbre. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rentré dans le vocabulaire technologique commun et on est censé savoir bien le faire et vite. Faire de la foule, par exemple, voilà, ça c'est quelque chose qui est censé être... Alors que c'était quand même un challenge au début des années 2000, c'était quand même très très différent. C'était la première société Weta quand ils ont fait les 2 tours avec l'armée de 10 000 orques qui attaquaient la Morta. Voilà, c'était un truc énorme à faire. Et nous, 2 ans plus tard, ou 1 an plus tard, on nous dit vous allez faire Alexandre, 500 000 hommes. Mais comment on va faire? Pas 3 semaines. Ah bon, comment je fais? Et ben, on l'a fait. Voilà. Est-ce que le fait d'avoir aussi la chaîne numérique, c'est-à-dire les films qui sont maintenant tournés directement en numérique et puis en pellicule, ça a aussi changé le métier d'une certaine manière? Ouais, sûrement. Disons qu'on a plus d'éléments. C'est-à-dire qu'avant, quand c'était tourné en pellicule, ça demandait un certain coût de scanner ces pellicules pour avoir les images numériques. Aujourd'hui, on peut être inondé d'images, de quantité, de terras de données, parce que ça ne coûte plus rien, parce que c'est rentré dans la chaîne de fabrication. Alors j'arrête de poser des questions, il y en avait encore plein. Bonsoir. Moi j'ai une petite question, j'en ai 2 en fait, mais j'ai une petite question sur le... Parce que, j'ai vu La Guerre des Étoiles, pas à sa sortie. Mais moi j'étais passionné par les effets spéciaux et donc je trouve que à l'époque des années 80, quand il y avait l'Empire contre-attaque qui était sorti là, avec toute l'équipe de Phil Tippett, parce qu'apparemment vous aimez bien ILM, ils étaient quelques-uns pour fabriquer un plan
enfin, une petite équipe, quoi. Et maintenant, j'ai l'impression que il y a des centaines de personnes sur des grosses productions. Il y a un peu variable, une perte, c'est une efficacité dans la quantité de techniciens qui vont travailler sur une image, mais j'ai l'impression qu'il y a une perte d'âme et d'originalité, quoi. Comment dire, quelqu'un qui avait fait des plans comme Phil Tippett il y avait des particularités de sa personnalité qui mettait dans l'animation, que j'ai l'impression qu'ils sont perdus alors les Star Wars, les récents, parce qu'il y a des centaines de gens dedans, quoi. Et ça, c'est ma première question, et je vais poser la deuxième aussi. Au sujet de Rogue One, de la recréation d'un personnage mort humain. Je voulais savoir si, puisque vous avez discuté, qu'on est entre nous, je voulais savoir qu'est-ce qu'ils n'ont pas réussi à... Enfin, moi, je vois certains défauts, mais qu'est-ce que, d'après eux, ils n'ont pas réussi à représenter pour que ça soit plus réaliste? Voilà. Alors, la première question, c'était quoi? Le fait d'avoir des grandes équipes, Ouais, est-ce oui. que ça change Des par grandes rapport à l'âme, quoi? Moi, ça dépend des boîtes. Nous, on n'est pas nombreux pour faire des plans. Des fois, c'est un seul graphiste qui fait le plan. Après, quand il s'agit d'animation, ça dépend du talent de la personne à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une demande qui se lisse aussi? Ce qui est certain, c'est que l'offre logicielle s'est lissée et uniformisée. Donc, à part nous qui travaillons sur nos propres logiciels, tout le monde utilise à peu près les 2, 3, 4 logiciels qui sont Maya, Nuke, voilà, bon, des logiciels. Et d'une certaine façon, les outils font des images, j'en suis persuadé. Et donc, on retrouve un peu une touche. Il y a eu de l'humour quand je me rappelle l'animation. C'était pas l'animation forcément, c'est pas une synthèse, mais bon, pardon. Ouais. Quand je me rappelle les animations, Phil Tippett, il mettait, que ce soit Phil Tippett ou Jon Berg, je ne sais pas, il mettait des petites pointes d'humour sur les créatures qu'il faisait. J'ai l'impression que c'est un peu... c'est ça que... Moi, je pense que si elles étaient là, c'est parce que quelqu'un les demandait. Il faut voir aussi qu'on n'est pas sur la même échelle de trucage. Là, aujourd'hui, quasiment tous les plans d'un Star Wars sont truqués, et truqués lourdement. C'est-à-dire que quasiment, ils tournent tout sur fond bleu, et puis à la fin, ils recréent tout. C'est quand même gigantesque. Là-bas, ils avaient le temps de prendre leur temps sur quelques plans. Ça se fait dans des échelles de temps qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Je pense qu'il doit y avoir 2-3 fois moins de temps aujourd'hui pour tomber tout le plan. Alors, ils mettent énormément de monde. Peut-être qu'ils lissent un peu. Il y a moins d'audace dans ce qu'ils font, mais il y a quand même des choses assez remarquables. Et pour reparler du rendu photoréaliste des êtres humains, qu'est-ce qui ne marche pas? On ne sait pas. Si on le savait, on le modifierait. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une intelligence formidable derrière l'œil humain à décrypter des visages. Et je pense que même c'est une intelligence qui est avant même l'intelligence de la lecture. Ça doit y avoir des explications darwiniennes tout à fait raisonnables à ça, d'être capable de reconnaître si quelqu'un est agressif en face de soi, juste en lisant quelque chose sur son visage qu'on ne sait pas vraiment expliquer aujourd'hui. Il y a des solutions qui vont arriver, je pense, de l'intelligence artificielle là-dedans. Donc voilà, il y a plein de travaux qui sont dans ce domaine-là pour essayer de comprendre quels sont les micro-détails de vibration de la paupière qui font que si c'est pas là, ou s'il n'y a pas la bonne translucence dans la peau et les petites veines et qu'on ne sente pas la profondeur de la chair, à ce moment-là on dit bah, non, c'est pas un être humain, c'est quelque chose de gênant ou c'est du caoutchouc. C'est très compliqué. Bah oui, ils étaient obligés. Bah, des fois on n'est pas tout à fait content. Et en même temps, je pense qu'il y a plein de gens qui se font bluffer, qui se font avoir. Et moi, quand je regarde chaque image arrêtée, je les trouve bien. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est lié au mouvement. Il doit y avoir quelque chose dans le mouvement qui... Et c'est très étonnant, hein, parce qu'ils ont filmé un acteur avec des capteurs partout, et ils ont vraiment récupéré tous les micro-mouvements du visage, mais je ne sais pas. Bon, il y a un truc qui ne marche pas. Après, on va parler de profondeur d'âme et tout ça, des reflets dans le regard. Je pense que la qualité de rendu des yeux est formidable. Bonsoir. Oui, bonsoir. Peut-être pour rebondir, peut-être c'est juste une question de micro-expression, peut-être, par rapport à ce que vous développiez. Oui. Ma question est, vous dites on a été sollicité par tel studio, tel réalisateur. C'est tout le temps le cas, ou vous avez comme des cahiers de charges auxquels vous répondez, et puis du coup... vous êtes sélectionné parmi tant d'autres? Ah oui, on est souvent en compète, ouais, bien sûr. On n'est jamais...
Enfin, ça arrive, il y a des réalisateurs qui nous aiment bien et qui nous mettent sur tel ou tel projet. C'est le cas de Mathieu Vaughn sur comment il s'appelle, Kingsman, ouais, sur les 2 Kingsman. On a pu travailler avec lui. C'était marrant comment ça s'est passé, Kingsman. Je vous raconte une petite anecdote. Donc le premier Kingsman, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Il y a une scène à la fin où je spoil, pour ceux qui ne l'ont pas vu, où des gens ont la tête qui explose. Voilà. Et Mathieu Vaughn voulait que ce soit fun, coloré. Il voulait que ce soit hyper violent, mais fun. Donc il avait fait bosser une boîte anglaise, dont je ne me souviens pas le nom, mais il n'était pas content de ce qu'il faisait. Et ils viennent nous voir, et ils disent, bon, vous avez l'air créatif, essayez de faire quelque chose. Ils nous montrent les plans qu'ont fait la boîte, des explosions, et moi je vois des super belles simulations d'explosions atomiques sur des têtes, et je me dis que c'est vachement bien fait, je ne suis pas sûr qu'on est capable de faire ça, nous. Donc j'étais quand même bien embêté de rivaliser en technicité, et j'ai fait ce qu'on fait toujours dans ces cas-là, c'est qu'on va noyer le poisson avec un truc artistique en plus, parce que techniquement on n'est pas au niveau. Donc j'ai fait des simulations un peu plus design, on va dire, mais avec des couleurs complètement barrées, complètement pop. On lui montre ça et il tombe complètement amoureux. Il dit mais c'est génial, c'est exactement ce que je voulais. Et on apprend à ce moment-là qu'il est daltonien. Et qu'en fait, il ne voit pas les couleurs. Et qu'à chaque fois qu'on lui présentait des plans, il disait c'est quelle couleur, c'est rouge, ah non c'est vert, j'adore. Et voilà, on était sans arrêt. Donc on a remporté le truc un peu par miracle. Et puis il est revenu nous voir pour son dernier film. Et juste une dernière question. Est-ce qu'il vous est arrivé d'interférer avec le scénario en lui-même? C'est-à-dire que, par exemple, dans le théâtre, il y a des techniciens lumière qui interagissent avec les metteurs en scène pour la mise en scène. Donc, ils apportent quelque chose. Ouais, alors... Ils ne sont pas juste là pour appuyer sur des boutons, pour allumer, pour éteindre. Non, bien sûr, ça dépend. Par exemple, sur Batman Begins, le Scarecrow, l'épouvantail, celui qui porte un masque et il a des espèces d'asticots. En fait, il portait un masque et on devait trouver un effet un peu effrayant. Et puis moi, je voyais des bouts de ficelle qui pendaient. Je me dis, tiens, ce serait marrant de mettre des asticots à la place. Donc j'ai proposé ça, c'est passé. Je me tirais un peu une balle dans le pied parce que c'était pas du tout prévu au début. Il a fallu faire des asticots, les animer, les simuler. Et en général, quand même, les effets spéciaux, surtout dans les grosses productions américaines, c'est très verrouillé financièrement. Le montage est verrouillé, donc on évite de jouer à ça. Mais selon les réalisateurs, des fois ils se disent bon, on va essayer. Là, si vous voulez proposer un autre effet, ça change rarement fondamentalement la narration, ni l'histoire même. Mais ça peut changer le montage. On peut dire là, ce plan que tu prévoyais de faire. Enfin, cet effet qu'on retrouve sur 3 plans, on pourrait faire un plan séquence et enchaîner les plans. Et donc on peut interférer sur la mise en scène en tout cas. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez décrire vite fait les différents métiers des gens qui composeraient une équipe que vous superviserez pour un projet d'effets spéciaux? Alors il y a superviseur et graphiste. Voilà, c'est ça chez nous. C'est relativement simple. En général, il y a tout un bestiaire de savoir-faire qui correspond un peu à ce qu'on peut trouver dans le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a qu'on appelle des modeleurs. Dans le cinéma, l'équivalent serait des décorateurs. C'est ceux qui construisent des objets en images de synthèse, en 3D. Il y a des gens qui s'occupent du rendu et qui font des textures. Donc ça pourrait être des peintres. Il y a des gens qui font de l'éclairage. Qui s'occupent du rendu, des matériaux et de l'éclairage. Il y a des gens qui font l'animation, ça pourrait être des acteurs d'une certaine façon, mais sans son dans des films d'animation. Pour les effets spéciaux, c'est un peu particulier. Quand on anime un dinosaure, ça peut être un travail d'acteur, mais bon, pas tout à fait. Des fois, il y a de la performance capture aussi, avec des caméras qui filment des visages, des espèces de trackers. Et il y a des compositeurs qui arrivent à la fin de la chaîne et qui rassemblent les éléments qui ont été fabriqués un peu par tout le monde et puis vont finaliser l'image finale en composant les éléments, en changeant les couleurs, en rajoutant des effets, on va dire 2D sur le travail. Peut-être j'en oublie. Rotoscopeur ? Alors oui, parce qu'il y a des caches à faire. Des fois, quand on a un personnage qui est sur fond vert ou sur fond quelconque et qu'on doit mettre quelque chose derrière, il faut dessiner un cache, une image noire et blanc, blanche pour le personnage et noire pour le décor.
et puis grise pour les petits cheveux et les petits poils, donc ça peut être très très compliqué. Donc ça peut être des métiers particuliers. Il y a des gens qui rotoscopent. Alors rotoscoper, c'est retrouver le mouvement image par image de personnages 3D, de caméras, parce qu'il faut retrouver une caméra virtuelle à partir de la vraie caméra. Donc c'est des métiers un peu, on va dire un peu ingrats et pénibles, mais que s'ils sont mal faits, c'est foutu. On n'y croit pas. Enfin, quand on voit un acteur devant le plus beau des paysages, s'il y a un liseré vert autour de lui, ça ne marche pas. Donc c'est des choses qui se sous-traitent pas mal, ça. Alors, nous, on ne le fait pas parce qu'on pense que c'est important dans notre métier de savoir faire ces choses-là. Puis c'est un bon apprentissage pour les jeunes recrues. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés en Inde et un peu en Chine, mais surtout en Inde, qui sont spécialisées là-dedans. Et la plupart des boîtes américaines, d'ailleurs, américaines, canadiennes, anglaises, sous-traitent leur cache là-bas, cache et rotoscopie. Et ils mettent des armées de graphistes devant des postes à peindre des cheveux toute la journée. Bon courage. Merci. Oui, bonjour. C'était pour 2 questions en fait. La première, c'était pour savoir est-ce que vous pensez que la 3D sur le long terme, ça remplace la 2 dimensions? Parce qu'on voit de plus en plus en fait d'appels à des studios pour la 3D plutôt que la 2D. Moi, je trouve que c'est un peu mineur en ce moment. Vous parlez d'animation? Oui, d'animation, même des effets. Comme vous avez dit, par exemple, l'électricité, c'était fait en 2D à la main. Ouais. Et pourtant, la plupart du temps, on va demander quelque chose en 3 dimensions. Je ne sais pas si c'est lié à l'argent ou sinon au côté artistique. Oui, alors quand on fait des choses à la main, image par image, on les fait sur chaque image. Il y a des outils informatiques qui permettent d'interpoler entre les images ou de créer procéduralement et artificiellement par des programmes, par exemple un arc électrique. Et en l'occurrence, ça fait gagner du temps. Parce que si quelqu'un dessine image par image un éclair qui va frapper un acteur, par exemple, il peut y passer beaucoup de temps, et puis si on lui dit plus vite, plus lent, essaye autre chose, c'est très compliqué parce que c'est un travail de fourmi. Alors qu'en 3D, on peut changer énormément de choses. Alors j'appelle 3D passer par un ordinateur. En général, il y a beaucoup de choses qui se font, des trucages 2D, les extensions de décors par exemple, c'est pas toujours en 3D, mais les gros studios préfèrent dire vous allez construire des falaises derrière, vous allez les faire en 3D. Parce qu'on ne sait pas combien d'axes vont être concernés par les caméras, on veut les remplacer. Donc là, on prévoit de les faire en 3D, mais en général, on pourrait faire des vieilles techniques de matte painting, c'est-à-dire peindre un dessin et puis l'incruster derrière les acteurs. D'accord, merci. Et sinon, c'était pour savoir, par rapport aux études pour faire ce métier-là, de modélisation, d'animation 3D, dans ce domaine-là, hormis le parcours type, on va dire, à l'université, est-ce qu'il y a des formations ou des écoles qui pourraient accepter quelqu'un? Enfin, moi, j'ai 25 ans, du coup, et j'ai toujours voulu travailler dans ce domaine. J'ai dû arrêter mes études pour diverses raisons, mais c'était pour savoir s'il y a quelque chose de, je sais pas, plus comme proche d'un BTS, on va dire, dans le sens où on travaille directement dedans, vu qu'on ne peut plus faire d'études, ou si vraiment il y a un parcours très typique. Il y a des autodidactes, il y en a plein. Qui réussissent plus ou moins bien. Ça dépend du talent, de l'envie. Après, nous, on ne cherche pas des spécialistes, nous, on cherche des gens généralistes qui savent un peu tout faire. Donc c'est un peu compliqué pour recruter. Tous les profils sont recherchés en général. C'est un métier qui ne connaît pas le chômage, qui est vraiment, pour peu qu'on ne soit pas trop feignant, on trouve du travail. Intermittent du spectacle, évidemment. On va dire intermanent du spectacle, parce qu'on travaille tout le temps. Ou permittent, on dit aussi. Je vous remercie. Je vous en prie. Bonsoir, moi j'avais une question concernant plutôt les films américains. J'ai l'impression, surtout lorsque vous filmez avec des prises de vue réelles et que vous rajoutez des choses, j'ai l'impression que vous ne participez pas au tournage. Et je voulais savoir si c'était le cas, vous ne participez pas, et si vous ne participez pas, comment vous faites pour dialoguer avec eux, parce que ça me semble plutôt dur. Bon, ça dépend, si on participe quand c'est nécessaire.
Les tournages, ça peut être assez marrant, comme super chiant. Moi, j'aime pas les tournages parce que je me sens inutile, on passe son temps à attendre. Mais il y en a qui aiment ça. J'ai un collègue ici qui adore ça et qui y va souvent. Est-ce qu'il y a des superviseurs chez vous, plutôt tournage? Parce qu'il y a des structures comme ça où il y a un superviseur qui fait tout, ou parfois on a des superviseurs tournage. Bah, c'est celui qui est disponible pour partir 3 mois au Mexique avec Alain Chabat pour tourner des marsupes dans la jungle. Voilà, ça... Après, quand on a une famille, c'est peut-être un peu plus compliqué de se rendre dispo comme ça. Moi, je suis plus efficace dans ma cave de machine à travailler sur des images et sortir des images. Mais sinon, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont un peu classiques dans les tournages. Et on sait que quand il y a un fond vert, il faut l'éclairer à telle température. On essaye d'éviter les réflexions. On met des petits bouts de scotch au fond qui vont nous aider à repérer le mouvement de caméra. Parce que s'il y a quelqu'un qui est filmé où il y a juste du vert derrière lui, puis la caméra bouge, et qu'il n'y a rien derrière pour accrocher ce qu'on appelle des trackers, on met des petits bouts de scotch pour retrouver le mouvement de caméra. Donc on a quelques requêtes spécifiques. Après, quand, on est utile sur les tournages quand le réalisateur a besoin de nous demander « mais là, est-ce que tu penses que je peux tourner ça de cette façon-là? Est-ce que ça ne va pas me coûter 3 fois le prix parce qu'il va falloir du coup effacer des choses qui n'étaient pas prévues ?» ou au contraire, on lui dit « mais vas-y, il n'y a pas de problème ». Enfin, on est là comme conseil technique. Donc, normalement, on essaye de les régler avant le tournage. C'est très, très variable. Hein. Il y a des films, de plus en plus aujourd'hui, on fait des storyboards, c'est un minimum, mais même des animatiques. Et il y a des studios spécialisés là-dedans. Le film, il existe déjà avec un rendu très, très grossier en animatique, mais des fois même pas si grossier que ça. Une société qui s'appelle Surflord, qui est spécialisée là-dedans, qui fait les animatiques d'énormément de films. Et les gars sont super calés pour... faire en 3D des mouvements de caméra, mais avec des outils qui savent que leur caméra 3D, c'est une vraie caméra avec telle focale et qu'elle va être au bout d'une grue et ressort de l'animatique, en fait, la méthode de tournage. Ou des fois, c'est juste un personnage qui est accroché à des câbles et puis qui fait semblant de tomber dans le vide. Ça va être, je sais pas, Iron Man, par exemple, et puis une caméra qui tourne autour de lui et on va inventer comment va bouger le décor derrière lui. Comment va bouger la caméra qui va le filmer, mais le décor aussi, qui est en chute libre par rapport à une façade d'immeuble, je ne sais pas, enfin, un exemple parmi tant d'autres. Merci. Bonsoir. Moi, je vais avoir 2 petites questions. Déjà, c'est par rapport au fait d'être superviseur. Est-ce qu'il faut avoir un statut de généraliste obligatoirement ou on peut être spécialisé en une matière? Et ma deuxième question, je reviens un peu au visage en 3D qu'on a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une question aussi d'expérience de la boîte et aussi d'expérience dans le temps? Par exemple, je pense au visage de Paul Walker qui avait été quand même assez incroyable sur certains plans fait en 3D par Weta et qui est plus vieux que le visage fait par ILM. Et après, je repense au visage qu'on avait vu dans Blade Runner de la nana à la fin, qui était quand même aussi assez bluffant. Ouais, qui ne parlait pas. Hein. Elle ne parlait pas, elle était super maquillée. Enfin, il y a des conditions qui font que c'est plus facile. Vous ne pensez pas que comme certains métiers, comme l'AFX, ça va évoluer Évidemment, ça dépend de l'expérience. Mais qu'une boîte comme ILM, qui est quand même sans doute une des meilleures boîtes du monde avec Weta, n'y arrive pas, moi, ça m'a vraiment rassuré. Je me suis dit, bon, ça va, on n'est pas si en retard que ça, finalement. Vu comme on avait souffert sur Blade Runner. Et après, concernant le métier de superviseur, il y a beaucoup de superviseurs qui sont issus de la 2D pure. C'est des gens qui faisaient du compositing sur Flemme, par exemple. Et c'est légitime qu'ils arrivent là parce qu'ils sont en fin de process et c'est des gens qui ont l'habitude de la finition des images. Et puis de la discussion avec des clients. Donc le Flemme, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un logiciel qui était très en vogue, je pense qu'il continue à fonctionner, dans la publicité où on truque des images avec le réalisateur ou les clients assis à côté de soi, avec une réactivité en temps réel. Donc ces gens-là ont l'habitude du dialogue, parce qu'il faut être aussi un peu politicien quoi, et diplomate. Ouais, diplomate. Politicien aussi, parce que bon, des fois c'est des milieux un peu de requins, les milieux des studios. Donc d'être capable de trouver des mots pour traduire à des techniciens ou des artistes les pensées d'un réalisateur artiste qui n'a pas le vocabulaire idoine, parce qu'on parle quand même une espèce de langue étrangère. Hein. J'essaye de retenir des mots compliqués, j'espère que vous comprenez à peu près ce que je dis.
Et donc des gens issus de la 2D, mais moi je pense que quand même quand on veut faire des effets complexes qui sortent un peu du lot et qui demandent à développer des outils nouveaux, il faut avoir une connaissance un peu pluridisciplinaire du métier. Ok, merci. Alors, il y a à droite ici, à droite là. Il y avait à droite là-bas. Oui, bonjour. On parlait tout à l'heure de réalité augmentée, de drogue aussi, parce que ça a un effet toujours un peu fascinant. En termes d'éthique, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas et pourquoi ? Voilà. Moi, j'ai eu un problème d'éthique dernièrement. Alors, comme c'est capté, je ne peux pas trop en parler. Mais grosso modo, c'était je devais faire des effets d'espace pour un documentaire qui était un documentaire un peu bien pensant américain, qui truquait un peu, on va dire, les réalités scientifiques. Et j'ai dit que je ne voulais pas travailler pour ça. Voilà. Mais, en général, quand même, c'est un métier de menteur, quoi. On veut bluffer les gens. Donc, déjà, éthiquement, c'est pas correct. Mais c'est bon enfant, hein, quand même. C'est bon enfant. On sait quand même globalement qu'il y a un truc là, par exemple. Oui, oui. Un autre exemple, à une époque où on faisait un peu de télé, on avait fait le générique de Révélation du président de la République. Alors c'était l'élection Sarkozy... Royale, voilà. C'était l'élection Sarkozy-Royale. Et je trouvais ça assez fascinant à faire, parce que j'avais gravé en souvenir l'image de Mitterrand en 81 qui apparaissait en Minitel, les anciens s'en souviennent. Et en même temps, depuis, il n'y a aucune image qui est ressortie marquante de ces révélations, parce que chaque chaîne a fait son truc, mais là, il y avait un truc moderne, mais en même temps vachement ringard aujourd'hui quand même, affichage des items. Mais donc là il y avait je crois que c'était pour la 2, il y avait un France 2, il y avait je crois un drapeau de la France avec une silhouette derrière du président en ombre chinoise, mais on devait faire en sorte que personne ne sache qui c'était, et ça s'enlevait, et puis on devait faire 2 versions, celle de Royal et celle de Sarkozy, et on se faisait peur en disant tiens, tu veux savoir qui va gagner 2-3 jours avant l'élection. Et donc ils ont été filmés sur un fond bleu dans le studio de France 2, justement pour ça, et il a fallu rectifier les tailles. Voilà, on peut dire que c'est une petite tricherie. Parce que Madame Royal est un peu plus grande que Monsieur Sarkozy. Merci. Alors il y a derrière aussi, tout au fond, et puis... Bonsoir. Du coup, quand on voit votre parcours, qui est un parcours assez long et assez florissant, aujourd'hui, quand on est graphiste, on ne peut pas peut-être espérer avoir un parcours aussi évolutif, mais le fait est que vous avez commencé aussi une période où les effets spéciaux étaient minoritaires. C'était un métier naissant, on va dire. Quoi qu'en 94, il y avait quand même déjà un peu des choses. Moi, ma question apporte plutôt sur l'évolution de ce métier d'un point de vue technique, premièrement, et d'un point de vue humain. D'un point de vue technique, parce qu'on voit, on a vu ça à travers votre démo, et même au-delà de ça, quand on est graphiste et qu'on s'intéresse à ça, qu'il y a eu une grosse évolution des années 90 au début des années 2000 jusqu'à 2010, et plus récemment, on voit quand même une évolution qui est un peu moins nette et un peu moins franche, même si, comme vous le dites, c'est beaucoup les logiciels qui font l'image. Aujourd'hui, on arrive vers des technologies qui sont quand même limitées. On va souvent avoir des choses redondantes, notamment dans les films. On a des films qui proposent souvent le même genre d'effet, et parfois on s'en lasse même. Et voilà, je me demande, moi, ma question, c'est premièrement, d'un point de vue technique, vers quoi on peut aller, hormis peut-être la photogrammétrie ou ce genre de choses qui vont rendre un peu plus de réalisme aux images. Et secondement, c'est sur le plan humain. C'est un métier qui se démocratise quand même beaucoup, et on est de plus en plus sur le marché. Donc les conditions, elles se précarisent aussi peut-être, puisque avant, il y avait un côté exclusif qui a tendance à disparaître. Et aujourd'hui, même en France, même si on a encore à Paris des studios un peu plus artisanaux, comme vous avez employé le terme,
On a aussi des studios américains qui investissent et on se retrouve aussi sur des productions où on est hiérarchiquement relégué à des tâches très minoritaires et ça devient aussi... l'aspect créatif disparaît de plus en plus et il y a peut-être de moins en moins de possibilités d'évoluer étant donné qu'il y a une hiérarchie qui est assez bloquée, quoi. Donc voilà, c'est sur ces deux évolutions techniques et humaines du métier, quoi. Comment vous la voyez L'évolution technique, je trouve qu'aujourd'hui, on arrive à faire des choses. Je pense que même avec le meilleur spécialiste, n'arrive pas à discerner ce qui est vrai du faux, sauf pour certains trucs comme les êtres humains. C'est plus des questions artistiques moi, que je poserais. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'inertie ou de fainéantise intellectuelle dans beaucoup de studios à se dire on va faire le même effet que telle boîte a fait. Et ce qui est moche, c'est que quand on demande à quelqu'un fait tel ou tel effet, il va prendre en référence des films à effets spéciaux au lieu de prendre de la réalité. Par exemple, fait une explosion, il va regarder l'explosion qu'a fait ILM au lieu de regarder des explosions faites dans de... C'est souvent aussi, puisque les réalisateurs donnent des références. Oui, c'est très référencé. Mais après, ça dépend des réalisateurs. Il faut avoir la chance. Moi, mon parcours, j'ai pas travaillé que sur des trucs géniaux aussi. Hein. J'ai fait des trucs qui n'étaient pas terribles et je les ai pas forcément mis dans ma bande démo. J'ai essayé de choisir un peu la crème. La question, moi, je pense que ce qui dure dans le temps, ce qui ressort, des trucs comme Fight Club, quand on le regarde de près, c'est pas si bien fait que ça aujourd'hui, quand on le revoit. Mais c'est tellement, le film est tellement fort, c'est tellement pertinent la façon dont c'est fait, le choix de faire un effet à ce moment-là et pas un autre. Aujourd'hui, c'est vrai aussi que pour des raisons, je sais pas, de facilité, les studios ont tendance à faire trop d'effets et filmer moins de choses. Alors, c'est pas forcément le cas de Christopher Nolan, par exemple, qui se targue de filmer de plus en plus de trucs et de faire des cascades invraisemblables, de construire des décors gigantesques. Ce qu'il dit pas, c'est qu'après, il y a une armée de gens qui vont nettoyer les câbles, remplacer des trucs. Enfin bon, c'est quand même très truqué, hein, ce qu'il fait. Mais je pense que voilà, c'est surtout une position de cinéphile que j'aime, moi. C'est-à-dire que ce qui reste, c'est parce que ces plans marquent, parce que c'est des beaux plans, parce qu'ils arrivent dans un film à un niveau de climax, de dramaturgie qui est important et qui frappe l'imagination. Je prends par exemple dans The Dark Knight, il y a une scène où Batman accroche un camion en 38 tonnes, un semi-remorque. Il accroche à un câble avec sa moto, et le camion arrive en bout de course, il est conduit par le Joker, il se bloque, et puis il bascule comme ça, et il se retourne et il explose. Et c'est un plan qui est tellement bien monté, tellement bien senti, dans la façon dont le son s'arrête quand le camion est en haut de sa parabole pour retomber, que ça coupe le souffle et que ça arrive après une séquence de course-poursuite infernale de 5 minutes. Et des plans comme ça, donc dans le film, on marque un temps, on souffle. Dans un Transformers, par exemple, il y en a toutes les 5 secondes, des plans comme ça. Et donc, on est complètement sensibilisé, quoi. C'est comme la plus gentille caresse du monde. Si on la ressent pendant 3 heures au même endroit, il y a un moment où ça... Non, arrête, ça m'agace. Là, ça fait pareil avec Transformers, ça m'agace. On peut faire le parallèle avec justement l'aspect humain, c'est que y a aussi une problématique d'argent. On sait que c'est un milieu qui... notamment les blockbusters qui rapportent énormément d'argent et qui rapportent mais qui peut perdre beaucoup d'argent aussi, c'est un pari à chaque fois. Oui, bien sûr. Mais la plupart des productions qui nous sont proposées, on sait très bien que c'est des productions africaines qui sont pas forcément intéressantes. Donc c'est peut-être aussi peuvent être bien aussi. Oui, il y a du bien comme du mal, mais ce que je veux dire, c'est pour faire le parallèle avec justement l'aspect humain, c'est que il y a aussi une forte demande de ce genre d'effets-là. Donc par la force des choses, ça pousse aussi les studios à s'adapter à cette demande et à proposer justement, la majorité des studios en tout cas, pas Buff, parce qu'il y a ce côté artistique qui rentre. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on fait appel à la société, j'imagine, mais la plupart des studios, on leur demande avant tout de faire de la technique et de faire de produire de la technique comme ce qui est déjà fait, quoi. Donc humainement, après, pour les graphistes, c'est peut-être un peu moins... un peu moins intéressant. Le métier s'est industrialisé, clairement, et donc dans une industrie, il y a des gens qui font des choses moins intéressantes que d'autres, il y a des petites mains, et il y en a besoin pour faire la quantité de choses qui sont demandées. On est sur des échelles énormes. Aujourd'hui, les blockbusters américains, c'est 2500 plans qui sont truqués. Quand j'ai commencé, s'il y avait 10 plans dans un film, c'était une fortune, c'était un film à effets spéciaux. Là, ils sont quasiment tous truqués, et avec des trucages lourds et très exigeants. Donc forcément, ça s'hiérarchise, il y a des chefs, des sous-chefs, des techniciens,
Et ce qui est malheureux, c'est que je vois les écoles qui forment à la 3D aujourd'hui, finalement disent à leurs étudiants, il faut que vous vous spécialisez, il faut que vous disiez quand vous cherchez du travail, moi je veux faire telle ou telle sous-partie, je veux être modeleur, je veux être lighter, je veux être compositeur. Et je trouve ça très bête, moi, de se spécialiser là-dedans. C'est quelque chose d'assez dommage quand on est graphiste et qu'on aime toucher à tout. Enfin, quand on n'est pas animateur, en tout cas. Les animateurs, c'est un truc à part. Ouais, c'est un autre milieu aussi. Ouais. C'est l'aristocratie, ça. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, du coup, vous pensez que le changement va plutôt venir des réalisateurs en termes d'effets spéciaux, etc. Du coup, parce que ça va être le réalisateur du coup qui va pouvoir apporter une idée, des nouvelles idées, parce que là, on est rentré justement dans une industrie qui est comme celle de la musique, où on produit ce que les gens écoutent et ce que les gens aiment, et donc là, on produit ce que les gens veulent voir, mais c'est pas forcément artistique de fou, même si, bon, j'avoue qu'il y a des films extraordinaires, comme les effets spéciaux dans Doctor Strange ou des trucs comme ça, qui sont extraordinaires. Mais du coup, peut-être que l'évolution viendra, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'elle viendra justement d'un nouvel ère de réalisateurs. Parce que nous, en tant que graphistes, on est capable de faire les choses. Il y a des choses qui peuvent changer. Aujourd'hui, il y a une sorte d'hégémonie Disney, Marvel, qui ont dans leur carton, je sais pas, une douzaine de films prévus sur les 6 ou 8 prochaines années, dans un gros plan marketing, avec des millions de dollars en jeu. Il suffit qu'il y en ait un ou deux de suite qui se cassent la gueule et qui ne rencontrent pas leur public, ils vont changer leur fusil d'épaule. Ça peut être très compliqué. Il y a des marchés parallèles qui s'ouvrent pour la Chine, par exemple, qui fait beaucoup de parcs d'attractions avec des simulations dynamiques. On est du cinéma dynamique, on est dans des fauteuils avec des trucs en relief, on se balade dans des paysages. Bon, ça c'est un autre marché qui est intéressant. Et il y a des boîtes, je sais, comme Tippett Studio, par exemple, qui commencent à se spécialiser là-dedans parce que aujourd'hui, c'est un peu sinistré, les États-Unis, en termes de marché, quoi. Ils n'ont pas les bons crédits d'impôt, on va dire. Le futur sera peut-être le cinéma VR. Peut-être. Beaucoup de gens y croient, j'attends de voir. Alors, il faut qu'on finisse. Question courte et bientôt, c'est ça. Concise, on va dire. Merci. Rebonsoir. La réponse est oui. Suivant. Merci. Ça va pour parler des problèmes éthiques, en fait, quand on utilise des images de synthèse d'acteurs morts ou de personnes célèbres, comme Elvis Presley dans Blade Runner 2049. Quels sont les problèmes éthiques? Est-ce que ça a un impact? Ce que je sais qui est assez rigolo, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, de la même façon qu'on filme des boules chromées sur les tournages, on a le réflexe, alors ça arrive sur des tournages un peu importants, de scanner les acteurs. Donc c'est un scan 3D où ils se mettent comme ça, j'ai une caméra qui tourne autour. Et je sais que je me doute que les sociétés qui font ça ont intérêt à garder précieusement ces scans-là parce que ça pourra servir plus tard. Ils ont l'enveloppe de la personne. Alors, ça ne dit pas comment il va bouger, ni toutes ces expressions, mais on aurait bien aimé avoir un moulage, nous, en plâtre d'Elvis Presley, à scanner pour refaire sa tête, parce qu'on a dû se débrouiller avec des photos des années 60, sur tous les éclairages, sur 10 ans de la vie d'Elvis Presley, qui devenait plus ou moins alcoolique par moment et gros, et c'était un super casse-tête. Et là, d'avoir ces scans 3D qui reprennent le grain de la peau, le moindre petit bouton et point noir, c'est quand même étonnant, quoi, ce qu'on peut en faire. Mais pour répondre à la question, il y a aussi des enjeux juridiques, c'est-à-dire demander l'autorisation à qui, aux ayants droit, qu'est-ce que c'est être ayant droit de l'image. C'est pas super clair là. Aujourd'hui, moi je sais pas la boîte qui va scanner tel acteur. Je pense que c'est la société de production qui achète ce scan, qui est propriétaire du scan. De la même façon qu'en général, les sociétés de production sont propriétaires des éléments qui ont servi à faire les images, en général. Donc nous, comme on bosse avec nos propres softs, on est tranquille, parce que personne ne peut les lire à part nous. Mais des fois, on est obligé de les traduire dans d'autres logiciels pour que si jamais ils font une suite au film et qu'ils ont besoin des éléments et de les faire travailler une autre société, on puisse leur repasser. Voilà. Juste pour compléter ce qui a été dit, pour les deux précédentes questions, pour la doublure numérique, il y a Christian Guillon qui a créé il y a quelques années l'agence de doublure numérique et justement
L'idée, c'était que l'acteur puisse disposer de sa doublure, la maîtriser et en avoir les droits d'usage. Donc là, il était un peu précurseur en la matière. Donc on va voir comment ça va évoluer. Mais c'est vrai que c'est une vraie question qui risque de se poser de plus en plus dans les années à venir. Et puis, concernant ce qui était dit juste avant, par rapport aux effets visuels, on constate, en tout cas cette année, il y a un retour un peu au vintage dans les effets visuels, c'est-à-dire d'utiliser à la fois des techniques très innovantes, mais en même temps de retourner avec des choses un peu effets spéciaux, des maquettes, notamment sur le film Blade Runner 2049, et ce sera également le cas, d'après certaines indiscrétions, sur le prochain Star Wars 8. Et d'ailleurs, j'ai vu que Disney a communiqué sur le côté justement fait un peu homemade, avec un peu les maquettes, des choses comme ça. Donc comment tu vois justement cet amalgame et ce retour un peu aux sources? Ouais, peut-être ça permet ramener un peu d'analogique dans le numérique et certains accidents, comme on fait un métier d'hyper-contrôle. On peut tout contrôler de l'image qui va sortir à la fin, et on cherche, nous, à créer des accidents, des surprises. En ayant discuté avec un gars d'ILM, il me racontait qu'ils avaient scanné les vieilles maquettes de vaisseaux spatiaux plutôt que les remodéliser en 3D. Donc ça leur faisait des vaisseaux très très maillés, mais qui avaient des imperfections de maquettes. Je trouve ça assez rigolo comme démarche. Je pense que ça peut amener un rendu particulier, peut-être qui va rappeler à un public ancien ce qu'il a pu voir, sauf que ils ne vont pas s'amuser à refilmer les maquettes avec des caméras dans des processus très très longs. Là, ils vont les faire directement en 3D, mais à partir de maquettes des vaisseaux rescannés à partir de maquettes, avec peut-être des traces de doigts du maquettiste qui a peint à tel endroit. Je trouve ça rigolo. Nous, on essaye souvent d'injecter, de se dire, tiens, pour faire tel ou tel effet de diffusion, dans l'Odyssée de Pi, par exemple, on devait faire des poissons qui se diffusaient dans des fonds marins, des espèces de plancton. On a filmé des aquarelles qui se diffusent, pour se créer une banque de données un peu surprenante et qu'on retraitait derrière. On essaye d'injecter des choses un peu incontrôlables et que même des choses que si on voulait les refaire, ce serait très compliqué, parce que faire une diffusion d'aquarelle, c'est quelque chose d'assez complexe. S'il vous plaît, à propos de la 3D, on nous demande souvent d'avoir des lunettes dans les salles de cinéma. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus souvent des images sortir de l'écran, comme à l'époque, il y avait la pub des bonbons Haribo? Pour pas que tout le monde vomisse, je pense. Quand on a commencé, quand j'ai vu arriver, alors c'était sur Thor, c'était peut-être un des premiers gros projets qu'on a fait avec du relief, ce qu'on appelle relief. Quand c'est apparu, cette mode de 3D, qui à mon avis était quand même un grand mouvement marketing pour rénover toutes les salles et puis justifier qu'on augmente un peu les billets et puis qu'on change les caméras, les projecteurs, est apparu un nouveau métier, c'est les stéréographes, que j'ai appelé stéréopathes, des spécialistes qui sortaient de ne sais où, spécialistes du relief, et qui faisaient toute une chorégraphie. Donc ils regardaient le montage du film et ils faisaient une chorégraphie de où est-ce qu'on allait mettre le plan infini, où est-ce qu'on allait mettre le premier plan. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus un seul film qui se tourne avec deux caméras. La plupart, c'est filmé normalement, et il y a une armée d'Indiens ou de Chinois ou de Coréens qui vont repeindre les plans de profondeur pour recréer du relief à partir d'images filmées avec une seule caméra. Et donc, il y a une chorégraphie qui a été mise en place, et c'est très compliqué quand même, parce qu'on sait que quand on coupe un plan, l'œil met un certain temps dans une image à relief à se réhabituer, à comprendre la profondeur, et c'est pour pas créer de migraines, de maux de tête. Donc on évitait de faire sortir trop des choses de l'écran, c'est un peu tape à l'œil aussi. Ça crée des vraies problématiques de faire aussi sortir de l'histoire, parce que la pub Haribo, elle est toute simple, et elle a marqué tout le monde, forcément avec les gosses qui essayent d'attraper les roudoudous. Mais en général, ça marche pas dans un truc filmé. On peut pas. Il y a une forme, on va dire, de vulgarité un peu facile à créer. C'est comme si on jetait un chat dans un film d'horreur toutes les 5 minutes devant le spectateur. Voilà, c'est un peu ça. Des surgissements comme ça, on évite de le faire parce que il y a une facilité d'abord qui fatiguerait l'œil et qui narrativement est importante. C'est important aussi d'aller placer le plan narratif au-delà de l'écran. En imaginant que le film soit sous-titré, par exemple, ça devient très compliqué. Où est-ce qu'on met les sous-titres? Est-ce qu'on les met est-ce que le bras de l'acteur va passer devant les sous-titres? C'était le problème d'Avatar, qui avait forcément des sous-titres ouais. avec le Navi. Ah oui, il ne pouvait pas parler français comme tout le monde.
Est-ce qu'on... Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors donc, merci beaucoup Dominique pour la masterclass. Donc, je remercie aussi les Arts Trompeurs, donc programme de recherche internationale, et puis donc l'Université d'Evry, Val d'Essonne, Paris-Saclay pour cette conférence, qui est aussi liée au colloque international qui aura lieu du 8 au 10 mars, ici même, dans cette salle, autour des effets spéciaux français, création, innovation. Donc, je vous invite chaleureusement à venir du 8 au 10 mars si le sujet vous intéresse pour prolonger les débats autour de professionnels, d'universitaires, de journalistes spécialisés sur la question. Le 25 janvier, ici aussi, il y aura une nouvelle masterclass organisée avec le Paris Image Digital Summit d'Anguin-les-Bains qui se tiendra au même moment. Donc, grande manifestation autour des effets visuels. Pour le moment, c'est une masterclass surprise, mais forcément exceptionnelle avec une personne incroyable. Mais pour le moment, on va rester comme ça. Merci beaucoup et puis bonne soirée.